Bonjour à toutes et à tous, de retour cette semaine à Histoire de passer le temps, votre émission par excellence sur vos sujets d'histoire préférés. Je me présente, Sabrina Gaudreau-Drouin, votre animatrice encore une fois cette semaine, mais avant de commencer, le studio est presque plein, donc les présentations s'imposent. J'ai avec moi notre chère Maude Savaria qui est de retour pour nous raconter l'histoire du divorce et de Mary Stevenson en retraçant justement cette histoire-là des séparations de corps au Canada. Super intéressant. Bonjour Maude. Allô. Ensuite, Gabriel Poirier qui nous entretiendra sur l'ouvrage de l'historien américain Gray Anderson et donc la transformation de l'État français suite à mai 1958. Il fera pour nous l'analyse de ces troubles et des rapports politiques extérieurs-intérieurs de l'époque. J'ai hâte d'en entendre plus. Bonjour Gabriel. Bonjour. Pour la troisième chronique de l'émission, j'ai aussi avec moi Jean-Félix Aubé qui va nous présenter le latin, comment il a évolué, mais aussi comment il a profondément marqué les sociétés, particulièrement la société mérovingienne. Ça promet beaucoup. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Nous avons également avec nous un chroniqueur régulier à l'émission, Julien Lehoux, qui vient passer un moment avec nous. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Finalement, les derniers, mais non les moindres, on a avec nous un apprenti régisseur, Charles Bénard. Bonjour Charles. Bonjour. Et comme toujours, notre très charmante Marie-Laurence Roux à la régie. Allô Marie. Allô Sabrina, allô tout le monde. Donc, avant de passer au cœur de l'émission, je voulais qu'on prenne un moment pour souligner quelques célébrations qui ont lieu à travers le monde en ce 11 octobre. D'abord, je ne sais pas si vous saviez, mais il s'agit de la Journée nationale d'affirmation de son identité sexuelle qui est célébrée en Amérique du Nord et dans certains pays d'Europe depuis le 11 octobre 1987. Donc, la tradition de cette journée-là remonte à la Seconde Marche à Washington pour les droits des gays et lesbiennes qui avait rassemblé plus de 500 000 personnes. C'est quand même beaucoup dans les rues de Washington, D.C. et c'était en fait pour l'égalité des droits des homosexuels et la reconnaissance de l'homosexualité. Mais c'est pas tout. Le 11 octobre, il se passe d'autres choses aussi. On utilise le 11 octobre, pour mettre de l'avant les filles. Effectivement, aujourd'hui, il s'agit de la Journée internationale de la fille, à ne pas confondre avec la Journée internationale de la femme du 8 mars. On célèbre les droits des femmes. Merci. Excuse-moi, hein, ça fitait pas dans mon texte, faut croire. On célèbre en fait cette journée-là depuis 2012. C'est une journée qui est une initiative de Plan International, qui est une ONG qui opère à travers le monde. L'organisation Plan International mène depuis plus de 80 ans des projets pour la protection des droits des filles dans 52 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, ils sont hyper productifs. Cette journée-là, elle sert en fait à sensibiliser les gens à travers le monde aux difficultés qui sont vécues par les petites filles et les adolescentes. Donc, on parle ici là, de grossesse précoce, excision, exploitation, travail domestique, violence, trafic. Là, je vais en passer parce que c'est un peu morbide. C'est un peu triste. Moi, j'ai de la peine. Ce qu'on met de l'avant aujourd'hui de manière internationale, c'est vraiment que l'autonomisation, j'ai de la misère aujourd'hui, il faut croire, des filles, que l'investissement dans leur éducation, que l'éradication de la pauvreté, ainsi que la participation significative des filles dans les décisions qui les concernent sont les clés là, pour briser le cycle de la discrimination et de la violence et pour promouvoir et protéger leur capacité à jouir pleinement de leurs droits. D'ailleurs, je vais terminer là, cette petite incursion-là dans les commémorations du jour en mentionnant dans la même veine la journée de la femme bolivienne qui commémore la naissance d'Adela Zamudio. J'espère que j'ai dit son nom comme il faut, sinon je m'en excuse, qui est une pionnière de la lutte contre la discrimination des femmes en Bolivie. Donc, sur ces belles causes qui méritent certainement qu'on prenne un petit 5 minutes pour souligner leur importance, je vais directement céder la parole à Maude qui va nous faire connaître, comme on l'a déjà mentionné, le divorce au Canada par le cas de Mary Stevenson. Maude, la parole est à toi. Merci, Sabrina. Donc, oui, je vous parle de séparation aujourd'hui, hein, sujet joyeux. Donc, comme on le sait, nous sommes la génération du divorce et c'était bien mieux avant le féminisme parce que les couples restaient ensemble toute leur vie. Ben non, hein, chroniqueur du JDM, on sort de ce corps. Donc, le féminisme, ça date pas des années 60, premièrement, et les couples ne restaient pas nécessairement ensemble toute leur vie, en tout cas pas dans les meilleures circonstances, assurément.
Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit résumé des contours juridiques des séparations et une histoire croustillante, parce que j'adore vous conter des histoires croustillantes comme ça. Donc, est-ce que vous savez quand est-ce que le divorce devient accessible sans devoir se justifier au Canada? Ultra tardivement, là, mais pour la date, ça, tu vas nous l'apprendre. 82. Presque, c'est 86. Donc, ça fait juste 33 ans que l'échec du mariage devient la seule cause de divorce sans que l'on cherche à qui la faute. J'espère que tu n'auras pas besoin de cette connaissance, Sabrina. J'espère aussi. On me le souhaite. Bonjour à ton mari, Gabriel. Je l'aime beaucoup. Donc, on va remonter un petit peu dans le temps. Donc, depuis la création du Canada en 1867, au cas où vous le saviez pas, le divorce est possible en cas d'adultère seulement. Par contre, il y a deux définitions de l'adultère selon ton genre. Donc, si tu es une femme, un petit faux pas et c'est un adultère. Si tu es un homme, il faut que tu établisses une concubine pour être accusé d'adultère. Donc, si tu fais juste avoir une petite aventure dans une chambre d'hôtel, ça ne compte pas. Ah, c'est comme ça que ça marche finalement, le mariage. Ben ouais, c'est ça. Et il faut des preuves, bien sûr, concrètes de ça. Donc, j'ai dit que le divorce était possible au Canada, mais il n'est pas vraiment accessible. Donc, jusqu'en 1914, il y a seulement 3 provinces qui ont des tribunaux de divorce. Donc, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique. Puis, dans l'entre-deux-guerres, il y en a 3 autres qui vont en instaurer. Donc, l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario. Et bien sûr, le Québec ne fait pas partie de ces provinces. Et en 1968, il va y avoir une loi fédérale qui reconnaît la cruauté physique ou mentale comme motif suffisant au divorce, donc qui s'ajoute à l'adultère. Et puis, en 1986, comme je le disais tantôt, le divorce veut juste dire échec du mariage et il peut se faire conjointement sans s'accuser l'un l'autre, juridiquement parlant. Donc, avant 1986, qu'est-ce qu'on fait quand on veut un divorce au Québec? On n'a pas beaucoup de choix, en fait. Si un adultère a été commis et qu'on a vraiment beaucoup d'argent, on peut interjeter appel devant le Parlement pour obtenir un divorce légal. Mais c'est assez scandaleux et les seules personnes qui ont assez d'argent pour faire ce genre de procédure, ils ont sûrement des amis au Parlement. C'est toute la même gang d'élite. Donc, il faut vraiment un motif grave pour étendre son linge sale comme ça en public. Donc, sinon, on peut obtenir un divorce aux États-Unis, ce qui n'a pas vraiment de valeur de loi au Canada, mais ça semble satisfaire l'opinion publique. Par contre, si on voulait se remarier au Canada, on pourrait être accusé de polygamie. L'autre solution est l'abandon ou la séparation de fait, ce qui donne aucune garantie légale. Donc, on pense à la femme qui s'est fait abandonner. Finalement, l'autre solution, c'est la séparation de corps, qui est légale, mais c'est très scandaleux aussi et c'est octroyé dans les cas les plus graves seulement par les tribunaux. Donc, ça peut régir les pensions à donner à la femme et aux enfants, ainsi que leur garde. Mais encore là, c'est coûteux et les questions de classe sociale sont primordiales dans les jugements rendus. Donc, je fais part maintenant du cas de Mary Stevenson. Donc, c'est environ 1000 pages de documents que Thierry Noutens a consulté et résumé dans son livre, dans son dernier livre, que je vais vous résumer ici. Encore plus. Donc, c'est Maurice D. Baldwin, fils d'une célèbre famille politique au Canada, qui marie le 26 avril 1905 Marie-Alexandra Marguerite Stevenson, fille de marchand de Montréal. Il a 30 ans et elle 20. Et ils ont 3 fils qui, au moment de la séparation, ont 12, 10 et 7 ans. Donc, quand même jeunes. Donc, le 3 mars 1919, Maurice arrive à la maison dans le Golden Square Miles. Donc, un quartier très, très riche dont Joël nous a parlé il y a quelques semaines. Et il va constater que Marie et les enfants sont partis. Mais Marie, elle est éduquée et elle sait quoi faire. Elle a déjà contacté ses avocats. La première étape, c'est de faire une requête pour être autorisée à ester en justice. Ce que ça veut dire, c'est que Marie doit demander à son époux l'autorisation pour le poursuivre. Donc, elle va, au lieu de demander à son époux qui va dire non, elle demande aux tribunaux.
parce que les femmes mariées souffrent d'incapacité juridique, comme les mineurs. Avec la requête, elle va recouvrer sa capacité juridique, mais pour ce dossier-là seulement. Donc, on est le 7 mars 1919. La garde des enfants est accordée à Marie pour 1 mois, qui réside chez des amis. Le 25 avril, donc 1 mois et demi plus tard environ, la décision sur la garde, elle va être révisée. Le plus vieux des enfants va rester avec Marie qui déménage chez sa mère et les plus jeunes vont être chez le père au domicile familial. Marie va faire appel de la décision le 6 mai pour revoir ses enfants. On va voir que la garde des enfants est très importante dans ce procès. Donc, le procès commence le 26 mars 1919 et Marie va lui reprocher un refus de pourvoir et excès, sévices et injures graves selon l'article 189 du Code civil. Je vous explique ça. Donc, pour le premier, il faut savoir qu'elle est mariée en séparation de biens, comme à peu près tous les mariages de la société bourgeoise à l'époque, au contraire des autres classes sociales qui sont mariées en communauté de biens. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont établi par contrat à la veille du mariage les responsabilités et avoirs de chacun au niveau économique. Selon le contrat, tous les biens meubles sont à Marie et toutes les dépenses de la maisonnée sont faites par Maurice. Il y a aussi un don entre vif et irrévocable de 30 000 $ à verser au courant de la vie de Maurice. C'est quand même assez élevé là, pour l'époque. Et c'est une protection là en fait en cas de veuvage et de troubles financiers, mais ça n'a pas été réclamé dans les procédures parce que Maurice, il n'y a pas d'argent. Et le contrat, en fait, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que le contrat, c'est vraiment un pari sur le futur, puis des fois, ça va pas se concrétiser. Cette donation-là, c'est jamais concrétisé parce qu'il n'y a jamais eu ces 30 000 $ là à donner à sa femme, puis même s'il était mort, il n'aurait pas pu avoir donné cet argent-là à sa femme parce que il l'avait pas. Donc, dans le ménage, en fait, la réalité, c'est que les charges sont réparties moitié-moitié, ce qui est assez rare là, pour un ménage bourgeois. D'habitude, les hommes, ils vont gagner pas mal plus. Mais Marie est quand même chanceuse, même si son mari est pas très riche. Ses parents, eux, sont riches. Son père lui assure une rente tirée de son patrimoine et sa mère lui donne une certaine somme à chaque mois. Les revenus de Marie en propre s'élèvent à 1 000 à 2 000 $ par an, ce qui est assez élevé pour une femme et suffisant pour les dépenses courantes d'elle et ses enfants, ce qui va la qualifier plus tard pour obtenir leur garde. Dans le fond, vu qu'elle a de l'argent en propre, donc c'est vraiment à elle, c'est pas à son mari à cause de la séparation de biens, elle est capable de subvenir à ses besoins, ce qui est vraiment, vraiment rare. Au contraire, Maurice est sans emploi en 1919, mais il gagnait environ 100 $ par mois avant, dont il remettait 75 $ à sa femme. Oh, quand même! Oui. Sur 100 $, 75, il en reste pas gros à Maurice. Oui, mais c'est elle qui faisait toutes les dépenses pour les enfants, pour la maison et tout. Donc, qu'est-ce qui restait à dépenser, lui? Hein? Je sais pas. Les loisirs. C'est quand même plus que mon revenu annuel. Considérant le refus de pourvoir déterminé selon les moyens des parties tient peu pour l'instant. C'est pour cela que ultimement Marie va recevoir juste une pension de 75 $ au lieu des 150 $ qu'elle demande au départ. Ensuite, elle va l'accuser de excès, sévices et injures graves. Donc, Marie va accuser Maurice de plusieurs incidents violents. Donc, l'avoir attrapé par le sein et secoué gravement, l'avoir giflé 2 fois et tordu le bras. Elle accuse aussi de viol marital, ce qui est absolument pas reconnu à l'époque. Une femme devait remplir ses devoirs conjugaux au moment qui semble bon à son mari. Tu n'as pas besoin de faire ça, Sabrina. Merci. Depuis quelle année? Je sais pas. Les gars? Non, je sais pas. Depuis J'ai pas fait mes recherches. 1983. C'est tellement grave. C'est tellement grave que le viol conjugal est vraiment considéré comme un crime selon le code criminel. Donc c'était quand même mal vu, je crois, de la part de la famille de la femme si ça arrivait, non? À la base, je veux dire. Non, en fait, c'était mal vu de la femme de dire ça parce qu'elle s'était refusée à son mari, ça voulait dire. Et ça faisait partie de ses obligations. Là, c'était même dans les vœux à l'église.
Marie, elle va souligner tout de même qu'elle se refuse pas toujours à lui, à son mari, juste lorsqu'il y a une possibilité de devenir enceinte pour des raisons médicales, parce que Maurice aurait eu un problème médical qui l'empêcherait, qu'il faudrait pas qu'il y ait d'autres enfants. Je pense qu'elle en voulait juste pas, là, mais bon, c'est ça. Il va aussi l'injurier, donc il va la traiter, entre autres, là je suis désolée pour les petites oreilles, mais de Surly Bad Temper Bitch, de Goddamn Fool et de Bad Tempered Devil. Oh mon Dieu! Pour des raisons très graves, comme il ne trouve pas ses vêtements préparés comme il veut le matin. Il faut noter que Maurice est ordonné prêtre anglican et fils d'évêque, donc c'est un comportement assez problématique. Il va aussi être cruel et violent avec ses enfants, donc ses 3 garçons, ce qui n'est pas une raison de séparation de corps. Les avocats de Marie vont argumenter, par exemple, que la brutalité envers les enfants devient un abus envers sa femme parce qu'elle souffre de ce comportement qu'ils vont qualifier de inhumain et de unfatherly, donc de contre la paternité. Il va aussi donner des coups de pied aux plus vieux, les forcer à travailler tard le soir sur la réparation de son automobile, les insulter pour des maladresses en les traitant de bastard, c'est ses enfants, et de son of bitches, au pluriel. En tout cas... Mais quel homme, sérieux? Oui. T'aimes pas Maurice? Non, on l'aime pas ben Maurice. Il va leur interdire aussi d'aller à l'église, ce qui est de l'irréligion. Donc, c'est très mal vu par ses contemporains et par les juges, surtout par sa classe et le fait que le couple a des relations avec des dignitaires anglicans. Donc, c'est assez grave là, ce qui reproche. Ouais, c'est ça. Donc... peut-être une petite question là-dessus. Le père de Maurice était évêque. Oui. Est-ce qu'il y avait un mot à dire sur l'idée qu'il empêchait ses enfants d'aller à l'église? C'est pas dans le procès. C'est pas dans le procès, d'accord. C'est ça. Ça fait pas partie du procès. Peut-être qu'il était décédé. OK. Mais il était quand même fils d'évêque. Ouais, OK. Je pense que j'ai perdu le fait, mais... à ce moment-là, il va avoir un problème de garde. Les enfants vont disparaître mystérieusement pendant l'été et se retrouvent à la frontière de l'Ontario. Donc, ça crée un conflit de juridiction et un mépris de cour pour Maurice et un scandale dans les journaux en octobre. Donc là, c'est vraiment... la pire situation. Ils étaient partis en vacances, les enfants, les 3 tout seuls. La garde avait été redonnée à Marie le 26 juin. Puis là, pendant l'été, ils ont disparu. Puis là, ils les ont retrouvés en Ontario. Puis là, à l'automne, ils sont revenus. Mais là, Marie engage un détective privé pour les protéger. Donc... c'est quand même allé très loin. Quand même. Quand tu voles tes enfants, là, c'est... Oui, c'est ça. Et là, au cours du procès, Maurice va être accusé de d'autres injures graves envers Marie. Il aurait parti une rumeur voulant qu'il aurait trouvé Marie dans sa chambre avec son cousin Bailey. Dans le fond, c'est une fausse rumeur d'adultère, donc c'est la pire insulte. En plus, il aurait dit à son fils que sa mère était folle et menteuse, donc vraiment en voulant diminuer l'estime de ses fils envers leur mère, ce qui est vraiment mal perçu là, par les juges. On ajoute ici un amendement qui raconte ce qui s'est passé à l'été 1918. Donc, 1 an auparavant, il aurait agressé Miss Oakes en lui proposant une leçon de conduite alors qu'ils étaient en villégiature. Puis, à cette occasion-là, qui est déjà horrible, il va dénigrer les capacités sexuelles de sa femme. Et la différence de cet événement-là, ce qui la rend encore plus grave, c'est que le cercle d'amis de Marie est au courant de la chose, ce qui va la rendre objet de curiosité, de discussion, de pitié et d'humiliation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 190 du Code civil indique que la gravité des excès, sévices et injures dépend de la classe sociale des parties. Donc, Marie, vu qu'elle est bourgeoise, tout ce que je viens de raconter, c'est très grave. C'est un outrage à sa sensibilité.
Alors que pour une ouvrière, ça serait pas un bon justificatif pour avoir une séparation de corps, puisque sa vie serait pas en danger. En fait, pour les ouvrières, il faut vraiment que les sévices là, mettent sa vie en danger. La défense va utiliser des stéréotypes genrés. On va dire qu'elle est dérangée mentalement, qu'elle est trop nerveuse, que les épisodes de colère sont causés par la désobéissance, donc le refus de relations sexuelles, et tout ça là, va faire en sorte qui convainc quand même avec toutes ces défenses très très genrées le juge Howard, et Marie va perdre en première instance, donc elle doit réintégrer le domicile familial et la garde des garçons est octroyée à Maurice. Le juge va minimiser les actions de Maurice et ajoute même que Miss Oakes a imaginé son agression. Hein, t'es sûr? Ah, ok, ben oui. Ben oui. Ça. Ben oui. Puis, tu sais, parce que c'était tellement bien vu de se faire agresser. Ben oui. Mais en fait, le but des tribunaux, là, c'est vraiment de garder les familles intactes et au même foyer. Donc, c'est un peu ça là, qui voulait faire le juge, même si, dans ce cas-ci, là, ça veut dire une exception. Marie va faire appel à la Cour du banc du roi, qui est la Cour d'appel. Donc, ce procès-là va vraiment se concentrer sur la garde des enfants. Et les enfants là, vont vraiment être tiraillés là, dans le procès. Chacun des parents va accuser l'autre sur sa capacité parentale et va tenter de faire témoigner les garçons en leur faveur. Mais ça fait en sorte que l'appel fait en sorte que l'exécution du jugement est suspendue en attendant les résultats. Donc Marie n'est pas obligée là, de retourner au domicile, au moins. Cet été-là, on est le 3 juillet 1920, début de l'appel, donc ça fait déjà plus qu'un an là, que les procédures sont entamées. Et Maurice va encore enlever ses enfants pendant l'été. Mais voyons, c'est un pattern chez Maurice d'enlever ses enfants. C'est ça. Là, on sait pas trop là quand est-ce qu'ils sont venus, mais ils vont finir par venir parce qu'un huissier là, va aller les chercher, puis là Maurice va se plaindre contre le huissier. Le détective privé, il faisait quoi là-dedans? Ben là, il a dû prendre une pause. Là, il l'a pas vu passer. Il l'a pas vu. C'est pendant sa pause. Ouais, c'est ça. Puis le 20 décembre 1920, la Cour du banc du roi va faire gagner Marie là, de son appel. La séparation de corps est accordée avec 75 $ de pension mensuelle et la garde des enfants. Maurice a des droits de visite chez sa mère 3 fois par semaine pendant 1 heure sous la garde d'une tierce partie. Par exemple, il est pas très content de ça. Mais j'imagine, hein? Ouais, non, c'est ça. Donc, 1 an plus tard, en 1921, 7 décembre 1921, il fait appel devant le Conseil privé de Londres pour que les règles de visite soient assouplies. Le Conseil privé va finalement... et là, ça fait que le jugement est encore une fois suspendu, donc là, il peut voir ses enfants. Et finalement, le Conseil privé va confirmer la décision de la Cour du banc du roi et toutes les mesures qui font que Marie a la garde des enfants. Le juge va accuser fortement Maurice de perte de contrôle et désigne Marie comme une delicately cultured lady qui souffrirait de devoir cohabiter avec cet homme. On va maintenant croire Miss Oakes aussi. Et Marie est irréprochable et son témoignage prévaut sur celui de Maurice qui n'est pas semblable. Les juges décrivent Marie comme une personne de grande dignité personnelle qui est unassailable et unassailable. Désolé mon anglais. Alors que Maurice est un mari déséquilibré. Enfin, ça c'est le 4 juillet 1922, donc 3 ans et demi là, après les procédures. Oui, et ce qu'on peut voir avec ces cas-là, dans le fond, c'est la complexité des procédures, le rôle des tribunaux dans la préservation de l'institution du mariage. Donc leur but c'est vraiment de protéger les femmes, mais aussi leur statut de subordonnée. Et c'est parce que Marie est restée l'épouse raffinée et délicate, dévouée à ses enfants, et parce que Maurice n'était pas respectable selon sa classe sociale, que Marie a pu avoir gain de cause. Et j'ai beaucoup dépassé mon temps. Je suis désolée, Sabrina. C'est pas grave, il nous reste encore un petit 30 secondes, mais je vais en profiter pour te remercier parce que c'était vraiment une super chronique. Personnellement, ça m'a fait réfléchir. Mais bon, on va passer directement à tes options. C'est ça. Pour me remettre de mes émotions, Marie-Laurence, qu'est-ce qu'on écoute? Oui, pour les 3 prochaines minutes, on s'en va avec Sparkle de Blue Hawaii.
retour à Histoire de passer le temps. Toujours Sabrina au micro, hein, ça a pas changé pendant la pause musicale. Le temps file quand même. On va passer maintenant à la deuxième chronique de l'émission avec Gabriel qui nous parle politique. Donc, la parole est à toi. Bien, merci. Il s'agit de mon second passage, de ma seconde venue à l'émission et je suis très heureux d'être de retour. Nous aussi, on est contents. Ah, bien, merci. Merci. Alors, j'aimerais vous parler d'un ouvrage, La guerre civile en France, paru en septembre 2018 et rédigé par l'historien américain Gray Anderson, docteur en histoire. Il a effectué ses études, il a effectué ses recherches à l'université Yale aux États-Unis. Alors, un ouvrage, La guerre civile en France, qui s'intéresse à la période 1958-1962, 4 années charnières de l'histoire de France. Et je pense qu'il convient, pour commencer, de réitérer les faits. Bienvenue, donc, à ce cours France et guerre d'Algérie 101. Merci. Alors, comme l'explique Sylvain Vénère dans un article de l'encyclopédie Universalis, en novembre 1964, les mouvances du nationalisme algérien, réunies sous la bannière du Front de libération nationale, aussi appelé le FLN, instiguent une insurrection armée contre la France, qui est la métropole de l'Algérie depuis 1830, donc un peu plus d'un siècle. Et les révoltes s'intensifient et soulèvent de vives inquiétudes auprès des colons européens, des Français principalement, qui résident sur le territoire algérien. La bataille d'Alger, qui survient entre janvier et septembre 1957, est à ce propos marquant. Et en mai 58, exaspérés, les colons se soulèvent à leur tour contre le gouvernement de la 4e République. C'est le régime constitutionnel qui, à cette époque, a cours en France. Et ce faisant, les colons précipitent la chute de la 4e République. Ils précipitent le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui avait quitté le pouvoir en 1946, et ils précipitent la naissance de la 5e République, le régime constitutionnel qui, encore à ce jour, a cours en France, et qui, si je ne m'abuse, est en voie de battre le record de longévité que détient la 3e République, fondée au lendemain de la guerre franco-prussienne, et qui tombe en 1940 à la suite de l'invasion allemande de la France. Bon, revenons à nos moutons. De Gaulle, à l'automne 1958, propose la paix des braves au FLN, une proposition qui est rejetée par ces derniers, rejetée par les nationalistes algériens. La lutte s'intensifie et dès septembre 1959, De Gaulle reconnaît le droit du peuple algérien à l'autodétermination, ce qui suscite la consternation de certains colons et militaires français qui y voient une véritable trahison. De Gaulle sera d'ailleurs menacé par ces derniers. Il y a la fondation de l'organisation armée secrète ou encore le putsch des généraux de 1961. Mais en mars 62, toujours selon Sylvain Vénère, après 8 ans de guerre, les accords d'Évian donnent l'indépendance à l'Algérie, ce que le peuple français ratifie quelques mois plus tard par référendum, malgré les attentats terroristes commis par l'OAS et malgré le putsch raté des généraux de 1961. C'est donc, comme vous l'aurez compris, c'est une période qui est très mouvementée. C'est une période charnière de l'histoire de France. Une période, pour citer Paul Cormier, docteur en sciences politiques, d'intense conflictualité. Et Gray Anderson, dans son ouvrage « La guerre civile en France », étudie cette période. Il la qualifie même de guerre civile. C'est le titre de son ouvrage, comme je le mentionnais tout à l'heure. La guerre civile en France, entre 1968 et 1962, du coup d'État gaulliste à la fin de l'OAS, l'origine refoulée de la 5e République. Bon, comme je l'entendais plus tôt, De Gaulle revient au pouvoir en mai-juin 1958, après l'avoir quitté en 1946. Et pardonnez-moi, je simplifie, mais ce retour, encore à ce jour, est perçu comme presque providentiel. Une perception que De Gaulle lui-même véhicule et entretient. Et on se souvient notamment qu'il affirmait, lors de l'un de ses premiers entretiens avec le président américain Franklin Roosevelt, être la continuité symbolique de Jeanne d'Arc. Rien de moins. Rien de moins, ni plus ni moins. Mais il n'a pas fini sur le bûcher, lui. Et Roosevelt a mis un terme à l'échange très rapidement. Il était passionné par l'histoire de France et il n'acceptait pas cette comparaison. Elle lui paraissait ridicule. Je comprends. Et De Gaulle en a été vexé. Et les rapports franco-américains ne s'en ont jamais remis. Moi aussi, j'ai de la misère avec cette comparaison. Là, on dirait que ça marche pas. Alors, on en parlera peut-être à la fin, si on a quelques minutes. Espérons.
Alors, Granderson s'oppose à cette lecture de l'histoire, cette lecture presque providentielle, il s'oppose à cette interprétation historique. Et son ouvrage critique la figure gaullienne, critique le général de Gaulle, et il critique la Constitution et le régime qu'il met en place entre les mois de mai et de septembre 58. Il critique la Ve République. Et Granderson le fait très bien. Il offre une analyse qui est stimulante, une analyse agréable à lire, une analyse minutieuse et rigoureuse. Et sa méthode et son éthique de travail, à mon avis, sont impeccables, d'autant qu'il mobilise des sources qui sont tout à fait inédites. Voilà. Merci, Granderson, de nous faire découvrir ces sources-là. Mais je me demandais, puis peut-être que je l'ai manqué dans ce que tu nous as dit, mais quelle est la thèse finalement de cet ouvrage-là? Oui, la thèse de l'ouvrage, la première partie de la thèse est celle d'un coup d'État gaulliste. Okay. En mai 1958, le 13 mai pour être plus précis, un comité de salut public présidé par le général Jacques Massu, un militaire, se forme à Alger, en Algérie. Et dans les jours et dans les semaines qui suivent, d'autres comités de salut public voient le jour en Algérie et même en Corse, cette petite île méditerranéenne administrée par la France. Et ces comités de salut public adoptent une posture très critique envers le gouvernement de la 4e République et ils exigent ni plus ni moins la fondation d'un gouvernement d'unité nationale. Un gouvernement d'unité nationale qui intensifiera la lutte sur tous les fronts contre les nationalistes algériens pour permettre à la France de conserver l'Algérie, d'éviter l'indépendance de l'Algérie. Les comités du salut public en Algérie craignent un Diem Bien Phu algérien. Ils craignent que la France en vienne à abandonner l'Algérie de la façon dont elle a abandonné l'Indochine quelques années plus tôt. Alors, ces comités de salut public exigent la fondation à Paris, la fondation en métropole d'un gouvernement de salut public, et de préférence présidé par le général de Gaulle. Et c'est ce qui est intéressant avec l'ouvrage d'Anderson, c'est qu'Anderson affirme qu'il y avait qu'il y a une coordination entre les comités de salut public et certains gaullistes éminents, des membres de l'entourage du général, qui firent pression sur certains éléments clés, certains membres clés du gouvernement de la 4e République pour imposer à ces derniers, sous la pression des colons algériens, des colons français établis en Algérie, sous la pression des militaires, une certaine lecture de la crise, et ainsi précipiter ou même provoquer le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et ce qui est intéressant avec cette lecture, est que vu sous cet angle, le retour du général de Gaulle n'apparaît pas comme inéluctable, ce qui a été longtemps véhiculé. Vu sous cet angle, le retour du général de Gaulle apparaît comme la seule solution possible, la seule solution souhaitable, mais seulement rétrospectivement. En fait, sous cet angle, tel qu'Anderson présente les faits, le retour du général de Gaulle apparaît comme une solution parmi d'autres, mais une solution qui, par rapport à d'autres, finit par s'imposer en raison de la coordination entre des gaullistes éminents et les comités du salut public, puis des pressions qu'exercèrent certains gaullistes sous la menace des militaires, sous la menace des colons français en Algérie, sur certains membres clés du gouvernement de la 4e République. C'est pas une historiographie que je connais bien, mais est-ce que cette thèse-là, elle est unique? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis de l'avant par d'autres auteurs ou il est vraiment avant-gardiste dans ses propos? Mais ce qui est intéressant avec la thèse d'Anderson, c'est que son ouvrage s'inscrit dans un vigoureux courant historiographique anglo-saxon qui s'efforce de restituer la France dans le monde de la guerre froide. Ce que l'historiographie française, l'histoire des relations internationales françaises a peu fait. De Gaulle, qui d'ailleurs contestait la guerre froide et la logique des blocs, l'hégémonie des deux superpuissances. Alors, les idées d'Anderson sont, disons, assez répandues dans l'historiographie anglo-saxonne. Mais dans le domaine de l'historiographie française, pas vraiment. Dans l'historiographie française, on véhicule généralement une image très positive du général de Gaulle et du rôle que ce dernier a joué entre 1958 et 1962. On considère qu'il a permis de dénouer la crise algérienne et de fonder un régime constitutionnel viable, même si la 4e République, dans les faits, fonctionnait mieux qu'on tend à le croire habituellement aujourd'hui. Donc, dans l'historiographie française, on a une image assez positive du général de Gaulle, et en particulier, c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'histoire des relations internationales, car encore aujourd'hui, en France, la politique étrangère suivie par le général de Gaulle
entre 58 et 69, ces mandats présidentiels servent encore de référence pour les présidents de la République française. Lorsque Emmanuel Macron a été élu, il y avait ce débat, les chroniqueurs, les journalistes, les éditorialistes se demandaient si Macron opérait un retour au gaulo-mitterrandisme dans le domaine de la politique étrangère. Alors, De Gaulle, dans l'historiographie, occupe une place enviable, mais dans l'historiographie anglo-saxonne, et c'est dans cette historiographie que s'insère l'ouvrage d'Anderson, on tend à être beaucoup plus critique de son rôle dans le cadre de la guerre d'Algérie et dans le cadre des événements de mai 58. Est-ce que c'est aussi influencé là, par les approches décoloniales, anticoloniales, postcoloniales? Il y a beaucoup de noms, là, mais... Oui, les nouvelles cultural studies, c'est de ça dont tu parles, j'imagine? Oui, pour être honnête, je ne le sais pas. Je me suis peu intéressé. OK, lui, il n'en parle pas dans son livre. Non, je n'ai pas souvenir qu'il en parle. Et de mon côté, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des relations internationales, l'histoire politique, l'histoire diplomatique. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de m'intéresser aux cultural studies ou de jeter un œil sur les histoires postcoloniales et tout ça. Je les ai négligés. Oui, mais dans le cas de la guerre d'Algérie, je pense que c'est assez important, cette perspective. Je suis persuadé que c'est une approche historique qui a permis de renouveler notre compréhension de la guerre d'Algérie. Peut-être qu'Anderson s'en inspire, mais je préfère ne pas m'avancer. Parfait. Il nous reste peut-être quelques petites secondes rapidement des forces et certaines lacunes de l'ouvrage. Je pense que l'une des forces, il y a l'analyse très minutieuse que mène l'auteur, que mène Greer Anderson. Ce qui est particulièrement intéressant, il mobilise des sources tout à fait inédites. Anderson, dans son ouvrage, c'est l'une des articulations principales, s'intéresse aux législations d'exception qui sont adoptées par le gouvernement de la Ve République lors de cette période. Par exemple, il y a l'état d'urgence qui est adopté et qui reste en vigueur jusqu'en 1963 et s'intéresse au travail du Haut tribunal militaire qui a été chargé de juger des membres de l'OAS, en particulier des militaires. Mais Anderson mobilise ses archives et il en fait un usage c'est des archives tout à fait inédites qui ont été déclassifiées il y a quelques années et qui n'avaient pas vraiment fait l'objet d'études à ce jour. C'est l'une des forces, à mon avis. Pour ce qui est des lacunes, je dirais, Anderson, c'est une autre articulation de son ouvrage, s'intéresse, et là je reprends l'expression à Paul Cormier, au champ du pouvoir en France, c'est-à-dire l'espace politique, là où sont prises les décisions politiques, et il montre que l'institution militaire vient jouer un rôle, en particulier en 58, très influent au sein du domaine politique. Il y a une interférence dans le politique par le militaire. Mais Anderson, en se focalisant sur cet espace politique, en vient à négliger, je pense, et là encore une fois je fais écho à Paul Cormier, je crois qu'il en vient à négliger le rôle du Front de libération nationale dans le cadre de la guerre d'Algérie et aussi le rôle des populations françaises et algériennes, puisque lorsque l'on lit l'étude d'Anderson, on a l'impression que le domaine politique est indépendant des pressions qui s'exercent sur lui par les populations françaises et algériennes, ce qui n'est pas le cas. Il fait trop de l'histoire par le haut sans considérer le bas. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette recommandation ça me de fait lecture. Très plaisir. Et aussi pour ton retour à l'émission. J'espère que tu vas réitérer l'expérience. Oui, j'aimerais beaucoup. Donc, avant de passer à la troisième chronique, qu'est-ce qu'on écoute, Marie? On écoute Horizon, le nouveau single de Mon Doux Seigneur. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré. Comme ça me soulage de te revoir en ville. Ces étés de sirènes m'ont inspiré le Nil. Elles ont remis mon sang dans mes crevasses et ont pensé mes plaies. Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais. Le soleil de l'abysse et la lumière de l'aube. Une main se fend d'air dans le concept de l'autre. Cet immense trou noir que forme l'univers. Cette urgence sur les ondes qu'on projette d'un bord à l'autre de la terre. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré. Innombrables et semblables sont tous ces gens
de ces forces étranges qui nous poussent à bout. Pourtant respirer n'est pas si simple quand l'air ambiant est aussi dense. Et il y a ce cru dans mon ventre qui gronde en ta présence. Me semble que mes jours ici me parlent une langue si douce que j'en oublie mon corps habité. Me semble que mes jours ici me parlent une langue si douce que j'en oublie mon corps abîmé. Il me semble que mes jours ici me parlent une langue si douce que j'en oublie mon corps habité, mon corps abîmé, mon corps habitué. Et dans ma tête il y a cette idée nouvelle. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Ce soir l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré. Votre appareil est encore bien ajusté parce que vous êtes encore à Histoire de passer le temps. Donc, on est déjà à la 3e et dernière chronique de l'émission. Sans plus tarder, Jean-Félix, c'est ton moment de gloire. Je te laisse maintenant le micro. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du bilinguisme en Gaule mérovingienne, ou comme tu l'as mentionné tantôt, Sabrina, je vais parler de l'évolution du latin sur, plus de 700 ans. Donc, on va commencer, en fait, à définir les termes de manière problématique quand je vous parle de bilinguisme en Gaule mérovingienne. Donc, à la base, on a la Gaule. Pour ceux qui sont pas certains exactement où est-ce qu'on peut la situer, on va référer à ce que les Romains définissaient de la Gaule. C'est-à-dire que pour les Romains, il y avait deux Gaules principalement. Là, il y avait la Gaule transalpine, donc celle qui était au-delà des Alpes, donc du point de vue des Romains qui étaient situés en Italie, et la Gaule cisalpine, donc celle qui était en deçà des Alpes pour eux. En géographie moderne, on pourrait parler grosso modo de la France, bien sûr, mais il faut pas non plus dépasser, il faut vraiment pas dépasser le Rhin, qui était le limes pour les Romains, la limite de leur territoire. Donc c'est dans cet espace-là, en fait, où on va voir le latin arriver, qui va remplacer des langues celtiques, essentiellement, et va prendre de plus en plus de place. Donc c'est l'espace qui va devenir, en fait, ça va être l'espace du futur français qui va apparaître plutôt au 9e, 10e siècle et que nous parlons aujourd'hui au Québec et en France et ailleurs. Donc mérovingien, quand on parle de mérovingien, en fait, qu'est-ce que c'est que les mérovingiens? Ça fait référence à une dynastie franque, la dynastie des mérovingiens, qui est un peuple les Francs, c'est un peuple germain qui est venu de l'Est et s'est installé dans le nord de la Gaule à partir du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle. Ensuite, les mérovingiens ont perdu le pouvoir et ce sont les carolingiens, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, qui ont repris le pouvoir. À l'instar des vagues migratoires du 3e et du 4e siècle, ces peuples ne vont pas s'installer en tant que réfugiés ou migrants dans l'Empire romain en fuyant l'avancée des Huns à l'est. Non, au contraire, eux, ils vont rentrer en tant que vainqueurs, ils vont s'installer comme étant les maîtres de ce territoire-là. Et la royauté mérovingienne va être très importante en Gaule, en fait, parce qu'il va y avoir différentes parties à ces dynasties-là, mais essentiellement, presque toute la Gaule est sous la domination, le joug des Mérovingiens. Pourquoi est-ce que je vais vous parler, moi, aujourd'hui de bilinguisme? En fait, j'ai hésité longtemps entre le trilinguisme et le bilinguisme. Bon, le bilinguisme, à la base, c'est l'état de parler, en fait, la capacité de parler 2 langues. Donc, au Québec, par exemple, il y a la majorité de la population est bilingue dans le sens où on parle le français et on va parler aussi l'anglais. Le fameux bonjour aïe. Ouais, le fameux bonjour aïe qui est très Commence pas là-dessus, s'il te plaît, là. Ouais, on va pas aller vers ça. Puis le trilinguisme, en fait, ce serait quoi? Ce serait l'état de la capacité de parler 3 langues. Donc français,
anglais, espagnol. Donc là, on serait bonjour, hi, hola, si on était comme ça au Québec. Mais au Québec, on est plutôt dans un État qui est, bon, c'est une province qui est francophone, mais on est aussi presque tous bilingues. Donc en Gaule mérovingienne, c'est un peu différent parce que, premièrement, les langues ne sont pas, à cette époque-là, les langues ne sont pas aussi clairement divisées qu'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on prend, pour exemple, ceux qui parlent des langues germaniques, ben, il y a d'énormes différences entre les différents parlers, des variantes régionales et tout, mais ils vont tous être regroupés ensemble sous une même appellation. Même chose pour le latin, il y a des grandes différences entre les gens qui vont venir du sud de l'Italie, les gens qui vont venir du nord de l'Italie, il va y avoir des différences. Mais bon, on a latin, on a langue germanique, donc on a des latinophones et des germanophones. Mais le bilinguisme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le bilinguisme entre ces deux langues-là, c'est en fait un bilinguisme qui apparaît à l'intérieur même du groupe des latinophones. Donc il va y avoir dans le latin une forme de bilinguisme qui va naître sur 700 ans. Il faut d'abord pratiquer une division nord-sud en Gaule. Donc au sud, on a les Romains qui vont arriver beaucoup plus tôt qu'au nord. Le nord va être conquis par Jules César, un fameux Jules César, qui aura dit que, qui a occupé toute la Gaule. Là, ça, c'est la prémisse de Astérix et Obélix. Ouais, effectivement. Non, ouais. Pour placer nos auditeurs, là. S'il y a des gens qui veulent en apprendre davantage, je vous invite à lire Astérix et Obélix, qui est une très bonne référence pour l'histoire de la Gaule à cette époque-là. Donc c'est ça. Au sud, on a une emprise de l'administration de l'Empire romain qui est qui est bien plus fort durant la période impériale. Donc on parle en fait de toute la période qui va aller du 1er siècle, donc Auguste, le premier empereur romain, jusqu'au 5e siècle, la chute de l'Empire en 476. Donc l'administration est bien mieux ancrée. Au politique, juridique, le droit, on va utiliser le latin. On va utiliser le latin évidemment dans toute l'administration. Donc au nord aussi, on va l'utiliser. Mais les instances, les installations des Romains vont être moins développées plus on avance vers le nord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, bon, durant la période de l'Empire romain, les gens qui étaient en Gaule ne parlaient pas latin avant l'arrivée des Romains. Ils parlaient des langues celtes. L'avantage du celte par rapport au latin, comment dire, si l'occupant arrive, c'est que c'est comme un peu si on se faisait envahir par les Espagnols. C'est-à-dire, il n'y a pas... Bon, c'est très vulgarisé, mais il n'y a pas une énorme différence dans la syntaxe, dans la morphologie, dans la prononciation. Il y a des différences, oui, bien sûr, mais c'est pas aussi distant que quand ça va être des locuteurs germanophones qui vont arriver, et là, la langue va être quand même pas mal plus différente. Ça s'apprend plus facilement. Ouais, exactement. Ça va être plus facile à apprendre pour les Celtes. Donc, le latin qui va arriver, s'ils veulent accéder à la politique ou sinon à l'administration ou au droit, ils doivent absolument utiliser le latin dans l'Empire. Et à ce moment-là, ben, il y a beaucoup de Celtes qui vont choisir d'apprendre le latin, surtout dans les villes. Dans les campagnes, c'est plus long. Mais on peut s'imaginer que quand on arrive au 5e siècle, il y a presque plus personne qui parle le celte en Gaule. Et au 6e siècle, on a César d'Arles qui va en fait se plaindre qu'il y a encore des gens qui vont danser et chanter des cantilènes devant l'église, donc des païens et non des chrétiens, qui vont les chanter dans des langues qui ne sont pas le latin. Donc on peut croire que c'est des poches de gens qui parlent encore le celte qui vont résider en Gaule. D'ailleurs, ces gens-là, j'imagine, se retrouvent peut-être dans un statut marginalisé du reste de la population. Ben, c'est vraiment plus dans les campagnes. C'est vraiment très rural, les gens qui vont encore parler ces langues-là, parce que dès qu'on est dans les villes, les gens vont vraiment adopter massivement le latin, parce que c'était mieux pour l'ascension sociale, c'était mieux pour la société, pour leur adaptation dans la société à cette époque-là, puis dans leur adaptation à l'Empire romain, qui était en fait, quand on y pense aujourd'hui, là, c'était immense, là, c'était l'ensemble de le pourtour de la Méditerranée au complet, qui était occupé par les Romains, puis qui administrait ça, qui décidait en fait d'incorporer dans leur empire, dans la citoyenneté, les gens qui voulaient participer en fait à partir du fin du 1er siècle, 2e siècle même, non, un peu plus tard que ça, mais je suis pas un spécialiste de l'Empire romain, mais il y a eu cette citoyenneté-là qui a été octroyée plus largement. Donc, la forme de latin c'est qu'on va observer, donc les gens vont adopter le latin. C'est sûr que le latin classique qu'on va observer à Rome, il sera pas adopté. Donc, le temps passe vite. En bref, c'est le latin des légionnaires qui va être adopté plus globalement, parce que on a les légionnaires qui vont coloniser en fait les territoires, qui vont propager cette forme de latin-là. Donc, c'est pas le latin classique, c'est un latin plutôt vulgaire. Je me permets d'aller un peu plus d'aller un peu plus clairement vers ce que je veux vous présenter aujourd'hui. En fait,
vous avez la présence du latin. On a les Francs qui vont arriver. Et là, autour du 6e, 8e siècle, ce qu'on va voir, c'est que les gens, il y a une opposition en fait entre une langue écrite qui est normée sur, en fait, qui va être normée sur la langue classique et le parler populaire qui, lui, va être plutôt celui des légionnaires qui aura évolué. Par exemple, on est autour du 6e, 7e siècle, le mot latin consuetudinem va se prononcer selon la coutume pays par les prêtres, costume, donc coutume en français. On peut voir que quand même quelques syllabes qui ont tombé entre-temps. Donc c'est assez normal pour les prêtres d'écrire en latin, c'est quand ils vont faire des sermons au peuple, mais ils vont le prononcer selon la coutume du pays pour se faire comprendre des gens. Mais plus on va avancer, là on va être plutôt autour du 8e siècle, il y a vraiment une barrière qui commence à naître. Les gens ne comprennent plus la messe en latin. Et quand les Mérovingiens vont tomber et les Carolingiens vont arriver, eux, ils vont faire, OK, ben politiquement, ça va pas très bien. L'administration est pas top non plus. L'éducation, surtout, est pas hot. J'en ai parlé il y a 2 semaines. On a besoin de réformer, on a besoin de réinvestir le latin. Donc, quand ils vont commencer à enseigner le latin avec les normes classiques, l'enseigner le latin, de revenir vers ça. Et ils vont, en fait, idéaliser, ils vont créer en fait une situation de bilinguisme, dans le sens où la langue de l'élite, la langue de la liturgie, va être le latin comme il l'était durant l'Antiquité. Bon, il y a des différences quand même, mais il va être très inspiré de ça. Et la langue du peuple qui aura évolué pendant plus de 700 ans va être une langue qui est différente. Ils vont en fait créer un terrain propice pour l'arrivée d'une nouvelle langue qui est le français, l'ancien français dans ce cas-ci, qu'on va voir apparaître pour la première fois en 842 avec les serments de Strasbourg. Voilà, donc, je veux pas... Donc la langue, le français, ça va être un mélange de ces deux langues-là. Le latin et la langue parlée. Le français, finalement, c'est juste l'évolution naturelle de cette langue parlée-là. L'ancien français, c'est l'évolution naturelle de cette langue parlée-là qui va continuer. Puis quand les Carolingiens vont décider d'investir le latin, de dire que le latin, maintenant, il faut le rétablir comme il était, ils vont séparer définitivement l'oralité d'une langue populaire qui est une langue parlée, qui vont quand même parler eux-mêmes. Donc on va avoir une première langue qui est différente, puis le latin va être tellement distant maintenant qu'on peut considérer que c'est deux langues différentes. Et c'est les Carolingiens qui vont être les acteurs en fait de cette différence-là qu'ils vont établir. Mais les messes vont toujours se donner en latin classique jusqu'aux années 60, je pense, au Québec. Là, ouais. Puis même, oui, effectivement, ils vont seulement garder par exemple, les sermons, souvent, ils vont s'adresser au peuple dans une langue qui vont pouvoir comprendre, parce que l'objectif, c'est de donner de la morale. C'est pas bien ce que vous faites là, faites ça comme ça, etc. À ce moment-là, ils vont vouloir parler dans une langue plus populaire. Puis, au Québec, je sais pas exactement, mais il y avait sûrement des moments où le prêtre allait s'adresser aux fidèles en français et non uniquement en latin, là, peut-être dans le cas des sermons. Mais je pense que c'est plus les prières, parce que je prends le cas de mes grands-parents, mettons, ils savaient tous leurs prières en latin. Ils comprenaient probablement pas ce que ça voulait dire, mais ils le savaient. Fait que j'imagine qu'ils étaient apprises en latin, qu'ils étaient récités en latin et que le reste de la messe était en français. Oui, puis ça devait dépendre là, aussi du statut du prêtre exactement. Dans la hiérarchie catholique, j'imagine. Donc, comme au Québec, en fait, à l'époque, on pouvait observer qu'en fait, on créait une distance entre ceux qui savaient parler latin et ceux qui savaient pas parler latin. Puis, en fait, dans la société, ça crée des frontières qui sont difficiles à franchir. Puis, à l'époque, en fait, il y avait vraiment la différence entre un lettré savait parler latin, puis un illettré, il pouvait que parler la langue du peuple, la langue française à ce moment-là. Ben, merci beaucoup, Jean-Félix. On en aurait pris encore. Merci aussi aux chroniqueuses et chroniqueurs de cette semaine. On a aussi noté plusieurs livres là, pendant notre discussion, donc on va les mettre sur la page d'Histoire de passer le temps. Comme à l'habitude, vous pouvez écouter et réécouter l'émission en balado sur plusieurs plateformes. Là, je vais vous en mentionner rapidement quelques-unes. Choc, iTunes, Spotify. Et nous, on se revoit vendredi prochain pour une prochaine émission dès 16h, toujours sur les mêmes ondes numériques, le Choc. Donc, bon week-end à tous et allez donc profiter un peu là, des belles couleurs de l'automne parce que l'hiver va arriver vite. Donc, sur ce, bonne journée!